réaction immédiate, des questions, mais il y aura sûrement plus de digestion ultérieure dans les jours qui suivent. Merci. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec votre manière de vous servir du nombre de homonymies, parce que si on utilise homonymie dans le sens dans lequel il est utilisé, en fait, il doit être distingué de la synonymie. Donc la synonymie, on a les mêmes noms qui signifient la même substance, alors qu'avec l'homonymie, on a deux réalités différentes signifiées par le même nom. Oui. Alors que vous entendez deux noms, les mêmes noms qui signifient le même phénomène, mais auxquels on donne une explication différente. Bon. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse se servir d'homonymie dans ce sens-là. Oui, bon, ça c'est... Et ouais. Deuxième chose, vous avez cité le prologue de Saint-Jean comme un facteur de nouveauté, et je voulais rappeler que Gilson commence sa philosophie médiévale en expliquant que on peut comprendre les prologues de Saint-Jean seulement à la lumière de l'influence stoïcienne et de la doctrine du Logos. Donc, voilà. Et troisième chose, si on parle du monothéisme chrétien et on veut le comparer avec le monothéisme grec, il faudrait partir par Parménide, pas par Aristote. De qui? De Parménide. Oui. Donc pourquoi vous avez omis Parménide? Oh, je peux pas tout. En fait, qui est... Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Parce qu'il identifie Dieu avec la pensée pure. Et surtout, c'est un Dieu transcendant. Pour répondre à votre dernière question, vous qui êtes spécialiste d'Aristote, vous savez bien que pour les médiévaux, Parménide n'est qu'une ombre, alors qu'Aristote devient pratiquement, je pense par une erreur de lecture, le philosophe chrétien par excellence, d'où l'absence de référence à Parménide. Pour la question de... Oui, bien sûr, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que aussi le moteur immeuble d'Aristote, on le comprend seulement à la lumière de Parménide. Oui, bien sûr, donc, mais... peu importe que les médiévaux connaissaient ou non Parménide, mais okay. Bon, la transcendance est un problème qui se trouve dans les points de Parménide. Ce qui m'importe ici, c'est la structure de pensée d'Aristote. Et ce qui me suffit ici, sans référence à la source parménidienne, c'est que Aristote pense encore Dieu comme une substance, n'est-ce pas? Mais saint Thomas aussi pense Dieu comme une substance. Oui, je sais. Et là, il y a un problème. Là, il y a un problème, et je pourrais développer. Disons que saint Thomas opère la restitution authentique au milieu même de la philosophie chrétienne de la pensée antique, sur le modèle aristotélicien. Bon, pour votre question des homonymes, écoutez, il s'agit simplement de s'entendre sur une définition. Hein. Et moi, la définition... C'est un mot technique quand même, hein? Il faudrait l'utiliser. Mais oui, je sais, mais j'ai aussi étudié l'homonymie dans les traités de rhétorique, et j'y ai pensé. Simplement... Vous pouvez accepter ou rejeter ma définition, mais pour qu'elle soit fonctionnelle, pour moi, ça doit être le même mot qui désigne deux concepts différents et deux réalités différentes, n'est-ce pas? Oui, mais alors, dans ce cas-là, il y aurait une rupture aussi entre Aristote et Thalès, parce que par cosmos, Aristote entend tout autre chose que Thalès. Donc c'est extrêmement faible, finalement, cette utilisation de mots. Je dirais que ce n'est pas mon problème, vous voyez. J'ai pas les moyens, d'ailleurs, de connaissances pour faire une histoire de la philosophie grecque. Ce n'est pas mon propos non plus. Ce qui est mon propos, c'est de schématiser cette pensée grecque. Vous direz, bon, mais il y a ci, il y a ça, bien sûr, je le reconnais, pour pouvoir l'opposer ou la comparer à ce qui se passe au Moyen-Âge. Merci. Claudio Galleri. J'ai plus le temps, je ne serai jamais un spécialiste de la pensée grecque. Je ne suis même pas un spécialiste de l'Antiquité romaine. J'en connais un bout, mais pas un grand bout par rapport à un spécialiste. Oui,
quelques remarques. D'abord, je commencerai par dire que je me range dans les rangs de ceux qui pensent qu'il y a une coupure, qu'il y a plusieurs coupures. Et j'aurais ajouté à votre liste tout à fait intéressante et assez stimulante un texte, à mon sens, fondamental de Claude Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, dans lequel Lévi-Strauss explique en effet qu'est-ce qu'une coupure et dans quel sens on peut parler d'une évolution. Et il explique bien que l'humanité n'a pas mis toutes ses chances dans le même dé. Et que ces ruptures, ces coupures sont nécessaires d'une certaine manière à garantir les chances multiples de l'humanité. Donc du coup, il n'y aura pas, comme avec le biologiste des baleines, de rupture entre nous. Mais quelques petites remarques. Vous avez, je crois, absolument à juste titre, refusé aux autres, le mot être ne convient pas, mais aux autres structures biologiques, toute forme de langage. Dans tous les cas, vous avez renvoyé à la notion de code en évoquant l'anecdote des congrès des baleines. En effet, c'est quelque chose qu'on retrouve en effet dans les colloques des sémiologues, et on le sait bien. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il faudrait se confronter aussi à autre chose, c'est-à-dire l'autre langage que sont les mathématiques. Que sont les mathématiques ? Il y a des mathématiciens modernes qui pensent que, par exemple, en effet, le réel peut créer du réel sans passer par la proposition. Je parle de la théorie des infinis de Hilbert, que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire l'anecdote est célèbre. On a un hôtel qui a un nombre de chambres infini, n'est-ce pas, et il est complet. Il y a un client qui arrive, et comme le maître de l'hôtel tient à ne jamais nier la possibilité de loger chez lui quelqu'un, trouve une astuce qui est celle de faire décaler tous les infinis clients qui sont logés dans son hôtel d'un numéro de chambre. Il passe de la 1 à la 2, de la 2 à la 3, etc., et comme ça jusqu'à l'infini, etc. Mais le lendemain se présente un quart de touristes qui contient un nombre infini de touristes. Et là, il accepte également, il propose à tous les clients qui sont déjà à l'hôtel de passer à la chambre qui est le double de la chambre qu'ils occupent, et on peut aller à l'infini naturellement. Là, vous avez un cas que les mathématiciens modernes considèrent un cas de réel, crée le réel, sans passer par le langage. Sans passer par le langage, c'est l'infini crée les infinis infinis, l'infinitude des infinis. Et d'ailleurs, vous savez très bien, nous en avons discuté une fois, je crois, il y a 8 ans, si ma mémoire est bonne, parce qu'on parlait déjà de cela, que P grec serait mesuré de la même manière par des martiens ou par des terriens, avec ou sans langage, parce que c'est une réalité externe au langage. Mais ce sont des détails, en fait. Ce sont des détails pour en venir à l'essentiel. L'essentiel étant, pour moi, la question de l'incarnation. C'était aussi votre conclusion, d'une certaine manière. Si ma mémoire est bonne, je peux me tromper, mais si ma mémoire est bonne, le discours qui se trouve dans le roman La Rose de Jean Demain est fait par nature. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que dans le roman La Rose, il y a différents personnages et qu'aucun n'est définitivement le porte-parole de Jean Demain. Il est fait par nature et Raison lui répond « Oui, vraiment, mais on pourrait voir les choses d'une autre manière, en fait, par rapport à Platon. » Mais je crois que vous avez assez raison d'identifier là la rupture entre l'Antiquité et ce que nous appelons la civilisation médiévale. Simplement, il me semble qu'il faut la déplacer de quelques siècles. Ce que pense un grand nombre d'historiens modernes, Walbank, Mazzarino, Rostveig, etc., c'est-à-dire plutôt à la fin du IIe siècle, dans l'Antiquité, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive d'une certaine manière, le début de l'Antiquité tardive, avec la crise de l'Empire des Antonins,
après le magnifique discours d'Elius Aristide à Rome, Aes Romaine, sur l'éloge de Rome, on assiste à une apogée qui a déjà un déclin, et c'est là qu'on voit apparaître cette notion en effet d'individu, cette notion de subjectivité de l'individu. Ce sont les travaux de Mauss, etc., dans les années 50-60, et qu'en effet, l'incarnation et l'individu deviennent fondamentales dans cette logique-là. J'ajouterai un dernier élément, si vous permettez. Dans votre analyse, vous réintroduisez, me semble-t-il, malgré tout, une approche nominaliste, dès lors que vous faites une analyse des mots qui ne peut pas être séparée de la langue à laquelle ce mot appartienne. Vous avez, en passant, évoqué le mot « Ève ». Le mot « Ève » étant un mot, naturellement, qui suggère beaucoup de choses dans la théorie qui est la vôtre. Et évidemment, mais ce mot « Ève » est un mot français. N'est même pas un mot occitan, d'ailleurs. C'est un mot français. Vous ne le trouvez pas en Espagne, ou en Italie, ou en Angleterre, ou en Allemagne. Il est spécifique à une langue et à un moment de cette langue, d'ailleurs. Et vous êtes donc, votre interprétation, y compris de l'épisode célèbre de la Margelle, fonctionne, mais fonctionne dans un contexte qui est parfaitement délimité d'un point de vue historique et qui est, d'une certaine manière, sinon autoréférentiel, dans tous les cas, suiréférentiel. Et donc, il faut peut-être le redire, parce que cette coupure médiévale, c'est aussi une coupure médiévale intérieure à un Moyen-Âge français. Et par français, j'entends au sens OIL, en fait, et pas seulement un Moyen-Âge tout court. Ouais. Bon, dans votre intervention, il y a énormément de questions. Je vais peut-être aborder celle de la datation. En quelque sorte, je vous donne raison. On pourrait dire, c'est à partir de l'an X de l'ère chrétienne, où ces choses sont constituées en canon dans la Bible. On pourrait dire... Alors, c'est historique, évidemment, ce que j'affirme. Ce que je veux dire par là, quelque chose est dit à tel moment de l'histoire, et je pense que je vous donne raison dans le sens où ça prend du temps d'en tirer les conséquences, n'est-ce pas? Et dans l'histoire. Pour répondre à développer votre question, par exemple, comment se fait-il qu'entre l'incarnation... Alors, je fais référence ici à Kojève, l'origine chrétienne de la science moderne. Comment se fait-il que l'incarnation, confondant le monde sublunaire et supralunaire, il faut attendre 16 siècles pour que Galilée en tire les conséquences. Je vous rappelle que Galilée a toujours dit, par rapport aux dominicains, qui étaient des gens dangereux, n'est-ce pas? Et il a dit, je suis un bon chrétien, je suis chrétien. Et je pense qu'il avait contre les dominicains raison de l'affirmer parce qu'il tire les conséquences de l'incarnation. Il y a un délai, n'est-ce pas? Donc, je vous donne raison, disons, ces effets du verbe, il y a un effet de retard jusqu'à ce qu'il soit compris et qu'il pénètre dans le tissu historique, dans la pratique historique. Alors, nominalisme. J'ai fait des raccourcis, n'est-ce pas? Et j'aurais dû dire qu'avec la théorie des homonymes, on est dans un cadre extrêmement général, mais qu'aussi, et le mot « Ève » est un très très bon exemple, on peut être extrêmement précis, n'est-ce pas? Loin de moi l'idée de penser que toute langue, tout système linguistique pourrait avoir les mêmes effets que le français au XIIe siècle chez Chrétien d'Autre. J'aurais dû le préciser, ça n'est point du tout une proposition universelle.
Mais ce que j'aime dans l'homonymie, c'est que c'est un instrument extrêmement souple qui est, comme on dit, alors excusez-moi, mon français devient de pire en pire, en anglais on dit scalable, il est extensible, n'est-ce pas? J'aurais dû prendre ces précautions que vous me rappelez, cadrer, bon, ceci est valable. D'ailleurs, comme vous le voyez, tout ce que j'ai dit, jusqu'à ce que j'ai dit de la science moderne, est spécifique au cadre de civilisation occidentale. C'est clair et net. Ça ne se passe pas de la même manière dans les autres civilisations. On peut dire, sans crainte d'erreur d'ailleurs, que le Moyen-Âge est un phénomène unique à l'histoire des cultures. Si vous allez au Japon, quand on dit le Japon médiéval, pour eux, ça n'a aucun sens. On ne peut pas aller en Inde et dire qu'il y a un Moyen-Âge. On ne peut pas même aller en terre d'islam pour dire qu'il y a un Moyen-Âge. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Ce phénomène unique est déterminé, il est pensé dans un cadre historique restreint et non universel, au fond, par des gens qui ont dû faire un effort gigantesque, Saint-Augustin, Tertullien, etc., les premiers pères de l'Église, pour se couper des racines même de leur propre culture, n'est-ce pas, antique. Et il y a très peu d'exemples de ceci dans d'autres cultures. Donc je vous remercie de vos observations. J'espère que j'ai réussi en partie à me laver de la souillure du nominalisme par ma réponse. Bon, ça pourrait être une très belle conclusion, mais peut-être une seule petite question pour ne pas trop déborder. Pour la question de la naissance de la narration, je suis tout à fait d'accord évidemment avec ce que vous dites pour la place de la femme dans la naissance du roman au XIIe siècle français, mais que peut-on dire lors de la question de la narration pour la matière épique, la chanson de geste? Bonne question, parce que les femmes y sont complètement absentes. Bon. Alors je dirais ceci, je vais vous répondre par une théorie des gens au fond assez mal assurés, n'est-ce pas? Parce qu'elle tourne autour du mot roman. Comme vous le savez, ce mot à l'origine ne désigne qu'une masse de textes qui sont écrits en vernaculaire, n'est-ce pas? Et ça se spécifie plus tard. Donc, je fais un anachronisme. Par rétrospection, je l'applique à la matière de Bretagne, par exemple, et certainement, j'en écarte beaucoup de l'épique. Pas tout, d'ailleurs, pas tout, parce que si vous lisez Raoul de Cambrai, vous verrez des femmes qui agencent le narratif d'une façon très importante. Même pas tout le corpus de la chanson de Roland. Si vous lisez les reprises et les réécritures du XIIe, XIIIe siècle, vous voyez tout à coup la femme qui apparaît beaucoup plus que Aude ou Bramimonde, la femme de Marsil, qui sont des vallants pour d'un système de valeurs masculin. Donc c'est un peu fumeux. J'aime pas trop cette idée de roman, vous voyez, parce qu'elle est anachronique en quelque sorte. Mais comment désigner ce corpus arthurien, n'est-ce pas? Mais certainement, on peut l'opposer à l'épique. C'est clair et net, au premier moment de l'épique, ça c'est sûr. Bien, merci encore. Je pense que ça peut se poursuivre à table, devant un verre ou autre. Hein. Comme vous voulez.